Et voilà. Bonjour à tous. Donc, merci, de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré à la réforme du statut des directeurs d'hôpital. Donc on va, dérouler une présentation, et laisser de la place, à vos questions. Vous remercier pour votre participation. Vous indiquer que donc un autre webinaire est prévu demain, à 18 heures pour ceux qui, faites le faites le connaître autour de vous. On va vous demander de couper vos micros, même si on a la possibilité de le faire, à distance, pour éviter des interférences durant la présentation et vous demander, si vous souhaitez, poser des questions, puisque bien sûr c'est l'une des idées, de les poser dans le chat. On prendra donc, les questions au fil de l'eau à l'issue de la présentation qu'on a voulu assez ramassée. Et pour vous dire, pour présenter un petit peu les intervenants, donc, je suis Lionel Payet, à mes côtés Benjamin Plénier, donc, nous sommes tous 2 permanents, DH et interviendra avec nous Isabelle Sarcia-Laforie, qui est également en ligne avec nous et qui, elle aura l'occasion de venir, sur ce point, a été au cœur des négociations et notamment à un instant clé a D'accord. été le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Vous dire que la présentation qui va vous être faite sera mise en ligne sur le site du 5A CFDT à compter de vendredi, comme, notre dossier, statutaire qui est donc un accès direct. Donc je vous propose de lancer sans plus attendre, la présentation sur le fond. Réforme du statut des directeurs d'hôpital, la fumée blanche, si j'ose dire, est sortie le 30 novembre, 2025. Un petit préambule, pour rappeler, d'où est venu ce statut et d'emblée, un point important que certains d'entre vous auront certainement, compris. Ceux qui se revendiquent comme les auteurs de cette réforme, disent des bêtises parce que, faut le dire, aucun, syndicat représentatif des directeurs n'est l'auteur de cette réforme. Cette réforme, elle vient d'une réforme appliquée à la haute fonction publique de l'État. Le statut des DH, il se trouve largement aligné sur celui des administrateurs de l'État qui, s'était traduit à la fin de 2021. Le 5A CFDT, d'emblée, s'est inscrit dans l'opportunité que constituait cette réforme de la haute fonction publique et en continuité avec des options qu'il défend depuis longtemps, et qui, par exemple, faisaient, longtemps des directeurs d'hôpitaux un corps miroir des administrateurs civils dans la fonction publique de l'État ou des administrateurs territoriaux. Donc c'est en continuité avec cette orientation longue date qu'on s'est inscrit dans la discussion pour, peser sur, le texte et ses attendus, mais l'écriture finale demeure largement, conforme au statut des administrateurs de l'État dans une logique d'alignement qui avait été voulue par le gouvernement, dès le départ et dont les administrateurs territoriaux vont également heu, faire non pas les frais, mais ils vont également être embarqués dans cette réforme avec un temps de décalage. Donc on est bien dans cette réforme, d'ensemble. Heu, Rappeler un certain nombre de points clés dans cette discussion. Il ne s'est pas agi d'une négociation à proprement parler, même si nous avons pu y contribuer sous différentes formes. Heu Continuité de position également du 5A CFDT, c'est que nous avons considéré qu'il y avait une opportunité pour embarquer les 3 corps de direction dans ce mouvement de réforme de notre fonction publique. La DGOS, le ministère, ne l'a pas souhaité. On avait donc des discussions qui étaient quasiment à l'aboutissement en juin 2024 et on a perdu 1 an. Les discussions ont été relancées donc en juin 2025. Donc on a pour conséquence une réforme de la haute fonction publique qui s'applique au corps des DH à compter de janvier 2026. Aucune perspective claire aujourd'hui, même s'il y a des petits frémissements, pour les autres corps de direction des 3 S,
et directeur des soins. On aura l'occasion d'y revenir, notamment un point clé qui est le fait qu'on va cohabiter sur des régimes indemnitaires différents. Donc Isabelle, pour présenter le nouveau cadre statutaire. Bah, moi, je vais surtout vous parler de ce qui s'est passé au Conseil supérieur de la fonction publique, du 10 juillet dernier, puisque les textes ont été soumis pour avis et contrairement à ce que vous avez pu entendre parfois, aucun des syndicats n'a voté, unanimement contre tous les textes statutaires présentés. En fait, le seul texte qui a posé souci, c'est le texte qui concerne le RIFSEP, donc le nouveau régime indemnitaire des directeurs d'hôpital. Alors certes, nous aurions souhaité, que ce régime indemnitaire s'applique aux 3 corps de direction, mais ce n'est pas le sujet principal qui a motivé notre vote défavorable, enfin le vote défavorable de la CFDT Santé Sociaux, puisque ce sont nos fédérations qui siègent au conseil supérieur, même si effectivement, moi j'ai un siège de titulaire. Mais, ce qui a motivé effectivement, le vote défavorable, l'avis défavorable, c'est que nous n'avions aucune information, mais à l'heure où les textes ont été présentés, aucune information sur le régime indemnitaire, des directeurs adjoints, qui sont quand même largement majoritaires dans le corps des DH. Donc aucune information ni sur les montants socles, ni sur les plafonds. Donc, la CFDT a pas pour habitude de donner un blanc-seing à l'administration et au gouvernement. Donc effectivement, ça a été effectivement un vote défavorable et également, que ce soit la fédération, FO Santé ou que ce soit la CGT, heu, ils ont eux-mêmes émis un avis défavorable à ce décret sur le régime indemnitaire. Voilà, puis, au cours de ce conseil quand même supérieur de la fonction publique, il y avait quand même la possibilité de présenter, quelques amendements. C'est ce que le 5A CLDT a fait. Il a rédigé, 6 amendements qui ont entre autres permis, la suppression de la disposition prévoyant de soumettre les conditions de changement de grade à un arrêté ministériel, ce qui aurait quand même largement complexifié, les dispositions, pour l'accès par exemple du premier au deuxième ou du deuxième au troisième grade. Et ce qui a aussi permis, le déplafonnement de l'indemnité d'intérim de direction dans le nouveau régime indemnitaire. On n'a pas réussi en revanche à obtenir ce déplafonnement pour l'indemnité de direction commune. Mais on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Donc pour faire court, le décret a bien été publié, au Journal officiel, ainsi que les décrets fixant le régime de l'échelonnement indiciaire, la création du RIFSEP, le décret relatif aux emplois supérieurs qui va modifier le classement des emplois supérieurs, on y reviendra, et les 2 arrêtés donc qui fixent le nombre et le niveau des emplois supérieurs, ainsi que le décret pris pour l'application du RIFSEP. Il faut noter en revanche que suite, au passage du projet de texte en Conseil d'État, le Conseil d'État a retoqué 4 types de dispositions qui étaient prévues dans le décret qui porte statut particulier du corps des directeurs d'hôpital. Il s'agit de la position de recherche d'affectation, des références aux classes préparatoires au sein de l'EHESP, des directions communes, fusions et scissions, ainsi que des dispositions relatives aux publications de postes qui restent pour l'instant dans le décret statutaire de 2005, en attendant effectivement une évolution, soit de recodification, soit de création d'un autre texte. Donc voilà où on en est actuellement pour les textes statutaires. Et je laisse la parole à Benjamin pour la suite. Merci Isabelle. Effectivement, le nouveau, décret statutaire DH, là, a un rapide focus sur ce qu'il prévoit. Ça a été dit, hein, la réforme aligne, le statut des directeurs d'hôpital sur celui des administrateurs de l'État. Donc ce sera désormais les mêmes modalités de déroulement de carrière, ce qui signifie tout d'abord une grille unique pour tous les emplois. C'est-à-dire qu'il y a la suppression d'une grille indiciaire spécifique pour les emplois fonctionnels, avec des durées de détachement de 4 ans qui sont maintenues et renouvelables une fois, comme c'est le cas actuellement. Et puis, on a aussi quelque chose à noter, c'est l'intégration des DG de CHRU, donc dans les nouvelles grilles. Donc c'est la fin du contrat, et du détachement sur contrat de 5 ans, et enfin, en tout cas, Mise en place, de qui n'est pas limité, voilà, et la mise en place, pardon, d'un détachement de 5 ans, renouvelable une fois également, avec une prise d'effet au 1er janvier 2026.
Donc les 3 nouveaux grades, ici, on va revenir de manière très, synthétique dessus. C'est un premier grade qui remplace la classe normale, donc composée de 30 échelons. Vous voyez qu'on a un allongement des grilles qui doit permettre justement un déroulement de carrière pour chaque collègue sur son grade avec, bah, comme vous le constatez, des IM qui vont, pour le premier grade de 488 pour un jeune directeur qui sort de l'école, à 1062 pour la fin de la grille. Un deuxième grade qui remplace la grille, enfin le grade hors classe composé de 32 échelons, avec un IEM qui commence à 668 et qui s'achève à 1387. Un troisième grade, alors attention, là, qui ne correspond pas à la classe exceptionnelle telle qu'on la connaissait, qui est vraiment un nouveau troisième grade, dont l'accès sera contingenté avec des conditions bien particulières, on le verra plus tard, composé de 30 échelons avec un IEM débutant à 1040 et un IEM, allant jusqu'à 1575. Et puis on a ce quatrième grade dit grade transitoire qui doit justement permettre le reclassement des collègues qui sont actuellement sur la classe exceptionnelle. Donc 37 échelons avec un IEM de 902, un IEM pardon, de 1515. On a des durées d'échelon aussi désormais qui seront uniques de 18 mois à l'exception, c'est à noter, des 6 premiers échelons du premier grade qui seront réduits à 12 mois. Mais fini, les durées d'échelon qu'on pouvait connaître différentes de 2, 3, 4 ans. Ici, c'est 18 mois pour tous les grades, pour tous les échelons, à l'exception, je le répète, des 6 premiers échelons du premier grade limité à 12 mois. Et puis on a un phénomène aussi nouveau qui est celui des accélérateurs de carrière pour les emplois fonctionnels. C'est-à-dire que les collègues qui resteront détachés, sur un emploi fonctionnels auront la possibilité de voir leur ancienneté réduite pour passer à l'échelon supérieur, tant qu'ils occupent le poste, c'est-à-dire 6 mois pour un emploi, donc 6 mois de réduction pour un emploi du groupe 1, du niveau 1, 4 mois pour un emploi du niveau 2, 2 mois pour un emploi du niveau 3. En revanche, il n'y aura pas d'accélérateur de carrière pour les emplois supérieurs dits non fonctionnels, c'est-à-dire les emplois du niveau 4. Alors, ce que l'on peut ajouter par rapport à ce que vient de développer, Benjamin, c'est que vous l'aurez noté, nous avions auparavant, des, grilles indiciaires, qui faisaient référence, aux échelles lettres, et aux chevrons, système, qu'il faut bien le dire était quand même assez peu lisible pour la grande majorité des collègues. On a désormais, une grille qui est parfaitement, lisible et transparente pour l'ensemble des stades de la carrière, avec des indices bruts et des indices majorés qui permettent de se projeter beaucoup plus facilement aux différents stades de sa carrière en ce qui concerne la rémunération indiciaire. Et là, un exemple là, concret qu'on a mis, alors bien sûr, tout ce qui vous est présenté ici est repris de manière très détaillée dans notre guide qui est en ligne et vous trouverez à la fin de cette présentation un QR code que vous pourrez flasher pour accéder directement au guide. Donc là, on va pas trop s'attarder, notamment sur les nouvelles grilles, mais vous voyez typiquement la différence entre l'actuelle grille de classe normale et la future grille du premier grade, donc 30 échelons avec un IEM qui va jusqu'à 1062, alors que certains collègues étaient bloqués aujourd'hui en classe normale avec un IEM à 826 et surtout au bout de 10 ans de carrière, vous voyez qu'un DH pourra, être reclassé, enfin pourra avancer dans la carrière plus rapidement et donc aura 101 points d'IEM supplémentaires dans le nouveau premier grade par rapport au grade de classe normale. On a un autre exemple avec la grille indiciaire du deuxième grade. Donc vous voyez là pareil, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'échelon, sommital, de la grille du nouveau deuxième grade est lui-même supérieur à l'échelon sommital de la classe exceptionnelle actuelle. Donc on a vraiment cet allongement, des grilles, si j'ose dire, avec cette possibilité de dérouler vraiment l'entièreté d'une carrière et avec, un déplafonnement, si j'ose dire, des carrières, comme ça pouvait être aussi le cas pour les collègues qui étaient en hors classe et qui ne pouvaient pas, on va dire, bénéficier de l'avancement à la classe exceptionnelle et vous voyez l'écart déjà conséquent entre, l'IM du dernier échelon de la hors classe à 1129 et l'IM du dernier échelon du deuxième grade à 1387 qui est, je le rappelle, lui-même supérieur de 103 points à l'échelon sommital de la classe exceptionnelle actuelle. Alors, on a souhaité faire un focus sur un point, forcément sensible qui, la question du déroulement de carrière, ultérieur et les modalités d'avancement de grade. Alors très concrètement, on a des dispositions dans le décret qui portent sur le passage du premier au second grade et du second au troisième. Je vais vraiment me concentrer sur le premier et le second parce que le second et l'accès au troisième grade, se trouve de fait, très sérieusement contingenté. Il y a des conditions qui sont exigeantes en termes de durée de service effectif. Ça, c'est normal.
Il faut au moins une mobilité minimum de 2 ans dans un emploi relevant du premier niveau et du groupe D. Alors, on aura un descriptif un peu plus loin et puis ça figure bien sûr dans le guide du niveau des emplois, mais en clair, D ou au-dessus, ce sont les CHU. Donc en clair, ça veut dire que les seules personnes qui seront éligibles au 3e grade sont des personnes qui auront occupé au moins 2 emplois de directeur général de CHU, en clair. Ça nous amène donc à un contingent de collègues relativement étroit et le plus important, sur lequel nous souhaitions mettre, l'accent parce que ça faisait partie des éléments de tension, de gestion du corps et ça en fait partie, encore au présent, c'est le passage du premier au second grade. Heu, il y a, un, cocktail entre, un certain durcissement, des conditions en termes statutaires, puisqu'il faut désormais 6 ans de service effectif, période de HESP non comprise, je vais y revenir, avec une période de mobilité d'au moins 2 ans effectuée, dont nous aurons à préciser les contours dans les lignes directrices de gestion qui vont être discutées, dans les prochaines semaines avec le CNG. Le taux de promotion qui existait entre la classe normale et la hors classe depuis, 2021, de façon effective sur les tableaux d'avancement successifs depuis ces dates et qui ont suscité pas mal de tensions et une déformation de la pyramide globale du corps des DH et clairement un ralentissement des carrières, disparaît en tant que tel à la main du CNG, pour autant, il y aura un volume cible annuel de promotion. Nous aurons donc encore un travail complexe d'élaboration, du tableau d'avancement, à faire. J'en profite pour faire un petit focus pour les collègues, concernés, qui sont aujourd'hui, en, classe normale et qui donc vont être reclassés, dans le 1er grade, dans, votre évaluation, 2025. Il est encore temps, si ce n'a pas été le cas, de, rappeler à votre évaluateur qui vous propose, à la promotion au grade supérieur, qui était donc la hors classe bien sûr dans les, formulaires d'évaluation qui, étaient soumis à la campagne d'évaluation 2025, de façon à ce que ça puisse être pris en compte en 2026. Alors, pour pas s'affoler parce que de toute façon, on aura à retravailler ce tableau d'avancement, derrière et donc s'il y a eu des trous dans la raquette à ce niveau-là, on pourra les récupérer et on sera, croyez-le, actif dans ce sens. Mais c'est un point particulièrement important. On ne sait pas aujourd'hui quels sera, les contours de ce taux de promotion. Ça appelle sans doute à des discussions qui seront assez serrées. Les points de nuance peut-être? Alors, point de vigilance sur lequel j'ai déjà attiré l'attention. Pour l'avancement au nouveau second grade, il faudra justifier de minimum 6 ans de service affectif dans le corps ou dans un corps comparable. Alors c'est important parce qu'on a bon nombre de collègues qui, sont au tableau d'avancement qui peuvent être concernés, en particulier, les collègues qui ont, un passé de D3S. Nous l'avons mis en gras, cela ne prend pas en compte les 2 années de scolarité EDH, contrairement à ce qui est, dit dans un guide d'une organisation que je ne nommerai pas. Il faudra également avoir accompli donc une mobilité d'au moins 2 ans et nous aurons donc, comme je le disais, des précisions à apporter, dans les nouvelles, LDG. Un focus également, parce que, là, il y a, dans le mécanisme de reclassement, chaque collègue sera reclassé avec une initiative prise par le CNG. Les collègues n'ont rien à faire pour, demander entre guillemets «un reclassement». Mais on a certains cas où les collègues doivent avoir, une démarche proactive. Ce sont ceux qui ont intégré le corps par la voie du 3e concours et qui sont nommés, et qui ont été nommés, DH en 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, disposition qui était dans le projet de texte et qui a été élargie par le Conseil d'État lors du dernier passage, du texte. Donc il est possible de demander à bénéficier justement des nouvelles conditions de classement en sortie donc de l'école en ayant passé, la voie du 3e concours, puisque les dispositions du nouveau décret sont plus avantageuses que celles qui figurent dans le texte actuel, où on était au 5e échelon, versus l'échelon 7. Alors, dans les i on a fait mouliner un certain nombre d'hypothèses, très très concrètes et c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'on est à la disposition de tous les collègues
pour répondre individuellement. Ça a été notre angle d'attaque, pour pouvoir, répondre à chacun, de façon, personnalisée sur les conditions de reclassement et typiquement les collègues qui sont passés par la voie du troisième concours, on vous invite à vous rapprocher de nous pour voir notamment ceux qui ont été, nommés en 2021-2022 parce qu'il n'est pas évident que le droit d'option leur soit favorable et même c'est assez improbable. Mais on est en capacité bien sûr de simuler ça très, très concrètement. Autre point de vigilance, donc il concerne, cette fois les emplois fonctionnels, donc Benjamin en a un petit peu parlé. On a la fin de cette anomalie statutaire, qui était combattue par le syndicat depuis des années, qui était que le DG de CHU n'était plus dans le statut. Donc il réintègre le corps des directeurs d'hôpital au 1er janvier 2026 sur la base d'un détachement sur emploi fonctionnel de 5 ans renouvelable une fois et les dates vont partir du 1er janvier 2026 pour ceux qui ne le savaient pas. Les DG de CHU étaient nommés sine die, potentiellement. Alors ils pouvaient être révoqués du jour au lendemain, mais ils n'avaient pas de date d'échéance à la différence des autres emplois fonctionnels. Donc pour les autres emplois fonctionnels, la durée de détachement demeure de 4 ans renouvelable une fois, comme actuellement. Alors, un point important également, il est tenu compte de la durée du mandat en cours au 1er janvier 2026 pour le calcul des 4 années. Il y a eu débat, ces derniers mois pour savoir si les compteurs étaient remis à zéro ou si on prenait les situations au 1er janvier 2026 en vertu des dates de nomination précédentes. C'est finalement cette dernière option qui a prévalu, qui était quand même plus cohérente par rapport à la gestion d'ensemble, du corps. À noter également, c'est pas précisé sur cette slide, que les modalités actuelles, qui font qu'il est possible de prolonger de 2 ans son détachement quand on a un départ en retraite, à l'horizon donc des 2 ans supplémentaires, reste possible. Donc autre point important, disposition qui concerne les collègues qui ont perdu leur emploi fonctionnel entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. Leur reclassement sera effectué sur la base de la grille d'emploi fonctionnel et de leur situation d'emploi fonctionnel qui était occupée en 2025. Donc c'est une disposition, importante, pour les collègues conseillers. Il y en a quelques-uns, dont certains d'ailleurs ont perdu leur emploi dans des circonstances, difficiles pour eux. Donc j'ai envie de dire qu'il y a une autre consolation à ce titre. Et pour dire que cette disposition, qui a été rétablie par le Conseil d'État, était un petit peu subtile, c'est que, bah, j'ai eu l'occasion de vérifier, moi-même avec le CNG hier, que le CNG, n'avait pas réalisé que cette disposition figurait dans le texte au niveau du reclassement. À noter un point important également, c'est que le dispositif emporte la création de nouveaux emplois fonctionnels pour tous les établissements, notamment dont, les budgets consolidés dépassent les 300 millions d'euros. La publication de ces nouveaux emplois fonctionnels est attendue par la DGOS à compter de début février. Donc là, nous sommes prudents à ce stade sur 2 plans. Il faut impérativement attendre que cette nouvelle liste soit publiée pour que les emplois fonctionnels soient déclarés. Donc il y a aucune automaticité à basculer dans l'emploi fonctionnel, quand bien même, des collègues occupent des fonctions qui seraient naturellement projetées, dans le nouveau système. Et autre point important, c'est une décision du chef d'établissement de demander la publication de ces emplois ou pas. Soit en termes de temporalité, soit en termes de gestion, collective d'équipe. Donc, c'est un point particulièrement important qui sera à surveiller sur le premier trimestre, 2026, puisqu'il y a d'ores et déjà une publication qui est prévue début février, qui risque d'être un petit peu courte. Donc il est possible que ce mouvement démarre seulement avec la publication de mars. On ne s'avancera pas plus loin, aujourd'hui puisque les textes de la DGOS devront sortir. Prends le relais pour le régime indemnitaire. Donc, bon, vous en avez déjà entendu parler. Donc, le passage au RICEP, en lieu et place de la PFR, avec donc une part fixe qui va s'appeler donc maintenant l'IFSE, indemnité de fonction de gestion et d'expertise, qui comporte un socle et un plafond qui sont distincts en fonction du groupe que l'on occupe, du groupe de fonctions que l'on occupe, que l'on soit chef ou adjoint. Vous allez voir le détail ensuite. Les socles et les plafonds sont abaissés, lorsque les directeurs sont logés, comme c'est le cas actuellement, pour la PFR où la part fonction est réduite de moitié lorsque vous avez un logement par nécessité absolue de service, que ce soit dans le patrimoine ou que vous perceviez l'ICL.
Donc là, effectivement, bon, ça a été un vrai sujet de discussion, avec une volonté de supprimer totalement, cet abaissement, mais bon, on a réussi quand même à obtenir 20 d'abattement au lieu des 25 que proposait initialement, la DGOS. Donc c'est ce qu'on a pu éventuellement grappiller sur cet abattement, des socles et plafonds de l'IFSE. Ensuite, donc vous verrez plus tard là comment ça évolue en fonction des groupes, d'emplois supérieurs. Le réexamen de l'IFSE est en fait possible tous les 4 ans maximum et dans la limite de certaines évolutions. Donc possibilité de réexamen et d'évolution, donc d'augmentation de 10 en cas de changement de fonction, 5 en l'absence de changement de fonction et tout ça dans la limite de 20 maximum d'augmentation sur une période de 9 ans, pour éviter le nomadisme, excessif, d'un poste sur un autre. En revanche, toutes ces dispositions, devront être précisées par une instruction, discutée aussi, au niveau des LDG. Donc, il y a encore un gros travail à faire. En complément de cet IFSE viendra donc le CIA, le complément indemnitaire annuel, dont le montant est fixé chaque année sur un pourcentage, d'un plafond défini aussi par groupe de fonction. Et cette évolution est en fait, on peut aller de 0 à 100. Donc contrairement, à la part R que l'on connaît actuellement sur la PFR, il y a absolument pas de socle pour le CIA qui peut effectivement varier tous les ans ou se retrouver à 0 une année et une autre année se retrouver à 10-20 de ce plafond. Donc là-dessus, il y aura aussi, des discussions à avoir, sur l'évolution effectivement de ce CIA et de voir aussi en fonction de comme c'est le cas actuellement pour la part résultat, voir aussi quelles sont les motivations que pourrait, proposer l'évaluateur, s'il propose, un taux d'évolution à 0. Bon après on s'est quand même un petit peu renseigné pour savoir ce qui se passait au niveau de la fonction publique d'État et il est rare que, qu'effectivement le CIA fasse le yo-yo entre un taux d'évolution moyen et un taux à 0 l'année suivante. Donc mais tout ça, ça sera vraiment à définir, avec la DGOS et le CNG. Donc l'entrée dans le dispositif, en fait, est relativement simple puisque ça consiste à faire l'addition de votre part F et de votre part R détenue donc, sur l'année 2025 et ça sera le point de départ, de votre IFSE qui sera versé mensuellement comme la part fonction. Soit vous êtes au-dessus du socle défini, pour votre emploi et dans ce cas-là, vous conservez ce que vous avez donc, de part F plus R. Soit vous êtes en dessous du socle qui a été défini pour l'IFSE et dans ce cas-là, vous intégrez le régime indemnitaire au niveau du socle. Pour faire simple ensuite, il y a des majorations qui sont possibles pour les intérims de direction avec la possibilité de dépasser le plafond de l'IFSE et pour les alors là, en revanche, on n'a pas réussi à obtenir le déplafonnement pour l'exercice des fonctions en direction commune. Donc là, effectivement, ça sera un point de vigilance à avoir, pour le classement des emplois, d'adjoints notamment. Tu peux passer, à la suivante. Donc voilà, donc la classification des emplois, alors je ne vais pas vous les détailler, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons passé effectivement beaucoup de temps et beaucoup de réunions, avec la DGOS, sur la classification des emplois supérieurs, qui sont classés sur 4 niveaux et après par groupe de fonction, qui pour chaque niveau et groupe de fonction, vous avez effectivement, un plafond d'IFSE logé et non logé qui est défini, ainsi que le socle d'entrée dans le dispositif, logé, non logé. Donc ça se définit effectivement sur les 4 groupes de niveau des emplois supérieurs, que ce soit les emplois de chef ou d'adjoint et donc là, tout est bien borné, lorsque voilà, pour ces emplois-là. En revanche, pour les emplois d'adjoints, c'est un petit peu plus compliqué, ce qui justifie effectivement notre position, au moment du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Contrairement aux emplois supérieurs où vous entrez, et vous prenez la cotation IFSE de l'emploi, pour les adjoints, en fait, la cotation de l'IFSE dépend de votre grade. Donc il y a un socle IFSE pour le premier grade, logé, non logé.
un SOC IFSE 2e grade et un SOC IFSE, 3e grade. Enfin 3e grade, ça pour un adjoint, ça va être compliqué quand même, comme on a pu le dire. Donc ces montants sont définis, ce sont des montants socles. Vous avez les montants plafonds aussi en fonction du groupe. Autant le montant d'entrée dans le dispositif, le socle est défini quel que soit le groupe d'emploi que vous allez occuper, autant le plafond va dépendre du groupe d'emploi que vous allez occuper. C'est groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Donc nous attendons là pour l'instant, la rédaction d'une instruction relative aux modalités de mise en œuvre du RIFSEP, avec la DGOS. Elle est prévue sur les mois de décembre et janvier et la DGOS nous a conviés là cette semaine à une première réunion de travail à ce sujet qui devrait avoir lieu le 16 décembre prochain. Parce qu'effectivement, il faudra définir précisément, quels sont les emplois que l'on peut classer, vu qu'il y a parfois possibilité de classer certains emplois entre le groupe 1 et le groupe 3. Il faudra quand même préciser un petit peu quels sont les paramètres qui pourront permettre de classer, enfin, soit un groupe 1, soit un groupe 3. L'écart peut être conséquent, comme vous pouvez le voir, sur les montants, de sur les montants plafonds, ainsi que sur les montants, du CIA, qui peuvent varier quand même de 15 730 € pour le groupe 1 à 11 350 € pour le groupe 4. Donc il y a un gros travail à faire encore pour effectivement s'assurer que, personne ne perde dans cette entrée sur le dispositif. Alors pas dans l'entrée, mais, qu'effectivement, que personne ne se trouve bloqué trop rapidement dans son déroulé de carrière sur les emplois d'adjoint. Donc, les points de vigilance à avoir, bah, c'est pour les indemnités de direction commune. Attention, les montants ont été modifiés, de 390 € à 195 € pour certaines directions communes qui sont composées d'un établissement public de santé avec un seul établissement médico-social ou social. C'est contraire aux dispositions qui existaient dans l'arrêté du 9 avril 2018, hein, qui prévoyait qu'une indemnité de 580 € pouvait être versée lorsqu'un EPS était en direction commune avec un EHPAD, dans la mesure où la capacité totale de cette direction commune s'élevait au moins à 180 lits ou places. Ce qui était forcément le cas puisqu'un EPS a toujours quand même, de mémoire, plus de 180 lits. Sauf que là, la nouvelle rédaction, qu'a proposée la DGOS et dans l'arrêté qui a été publié, c'est qu'effectivement, bah, ces établissements chefs d'établissement qui percevaient 580 € bah, ne percevront plus que 390 € et 195 € pour les adjoints. Autre point de vigilance, c'est pour les directeurs détachés sur emploi fonctionnel. Le calcul du montant initial de l'IFSE intègre la nouvelle bonification indiciaire, sauf si eux-mêmes font effectivement, font valoir leur droit d'option, puisqu'il est possible de conserver sa NBI tant que l'on est sur cet emploi fonctionnel. Et dans ce cas-là, c'est le montant de l'IFSE qui sera déduit de la valeur de la NBI. C'est une réflexion qu'il faudra avoir, puisque la NBI compte quand même pour, le calcul, de la retraite, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle sera intégrée dans le régime indemnitaire. En pratique, voilà, ce que vous aurez à faire, c'est vrai que la réforme, bah, le CNG va faire un certain nombre de choses, mais vous aurez aussi certaines choses à faire. Notamment, il vous faudra aller récupérer vos arrêtés de reclassement sur l'application Saga Directeur et ce, afin, bien entendu, de vérifier l'exactitude de votre reclassement et de ne pas hésiter à nous saisir, bien sûr, si vous avez un doute sur le reclassement qui vous a été attribué. Alors par rapport au calendrier qui nous a été fourni par le CNG, les premiers arrêtés devraient être, voilà, disponibles à partir de la mi-décembre et voilà, jusqu'au courant du mois de janvier pour les emplois du corps et pour les emplois fonctionnels, ils seront disponibles un peu plus tard, donc à partir de début janvier. Concernant, on va dire concrètement l'effet sur votre paye, donc au niveau de la rémunération indiciaire, eh bien, vous aurez forcément un décalage, alors qui pourrait être de quelques mois selon, rétroactif, enfin voilà, avec un effet bien sûr rétroactif, mais voilà un décalage, qui dépendra de la vitesse, si j'ose dire, de mise à jour de votre moteur de paye pour intégrer, bah, les nouvelles grilles notamment et bien sûr avec un rattrapage, de cette rémunération du nombre de mois, de décalage. Vous devez également, vous assurer, ça c'est important, de disposer de votre part résultat.
au titre de 2025 puisque, comme ça a été dit, l'entrée dans les nouveaux régimes, dans le RIFSEP au niveau indemnitaire pour calculer l'IFSE se fait sur la base de votre part fonction plus votre part résultat acquise au 31/12/2025. Donc il est essentiel que vous puissiez disposer, suite à votre évaluation, de votre part résultat, parce que la part fonction, vous la connaissez déjà normalement, au 31/12/2025. Normalement, ça pourra être mis en place dès le 1er janvier, en tout cas dès l'entrée en vigueur de la réforme, la mensualisation donc de votre nouveau régime indemnitaire, donc du LFSE, puisqu'en fait, c'est une saisie qui va se faire manuellement dans les logiciels de paye sur la base de ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire votre PAREF plus votre PARER ou pour ceux, qui ne sont pas au socle, comme l'a dit, Isabelle, le montant du socle et ça permettra, voilà, dès la fin du mois de janvier, dès la paie de janvier, d'avoir votre montant mensualisé d'IFSE. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant aussi de le souligner, parce qu'il y aura un changement cette fois-ci. Le CIA, vous l'avez compris, sera versé comme l'était la part résultat, à la fin de l'année suite à l'évaluation one shot, si j'ose dire. Mais par contre, la part résultat est intégrée, finalement dans, votre régime indemnitaire mensuel. Alors donc vous avez bien compris que en fait, il est possible d'anticiper, cet effet concret de la réforme. Ça nous semble important au sein de CACLT que la réforme soit visible sur la paye des collègues, concernés dès le mois de janvier et nous attirons l'attention des chefs d'établissement et des DRH, sur, la nécessité dans toute la mesure du possible d'anticiper ces travaux, notamment avec un calcul a priori, heu, de de l'IFSE qui permettent, une mise en paye dans les temps. Et surtout qui permettent effectivement l'élaboration de la décision qui vous sera notifiée, justement cette, décision de notification d'attribution de votre montant d'IFSE 2026. Et donc oui, il pourra y avoir, effectivement un impact fiscal, parce que je vois une question en même temps dans le chat, puisque vous aurez bien, si vous avez versé, en janvier de l'année N+1 ou jusqu'au 31 mars de l'année N+1 de votre ancienne part résultat au titre de 2025, qui viendra effectivement en plus, de votre nouvelle IFSE. Pour finir, on vous propose peut-être de passer à quelques cas concrets. Alors bien entendu, ce sont des exemples dont on s'est inspiré des demandes qui ont d'ores et déjà été faites par rapport à l'entrée en vigueur des nouveaux statuts. Alors ça vaut ce que ça vaut parce que vous vous y reconnaîtrez peut-être pas selon les cas, mais là encore, ça a été dit, n'hésitez pas à nous contacter. On fait des demandes de simulation individuelles, il n'y a aucun problème pour vous fournir ces éléments. Et là, on voulait vous mettre en tout cas quelques cas concrets en avant pour que vous puissiez mesurer, l'impact de la réforme. Donc, je le précise parce que la question nous est posée parfois, la réforme n'a aucun impact sur le CTI et l'ICL. C'est-à-dire que le CTI est maintenu en l'état, l'ICL est maintenu en l'état. Voilà, l'ICL est juste pris en compte notamment pour calculer les socles et les plafonds d'IFSE et l'abattement de 20% qui a été évoqué. Donc c'est maintenu et donc si on prend l'exemple par exemple d'un EDH issu du concours externe qui serait, voilà, ça serait de l'école affectée dans une direction commune avec une cotation de poste à 2,6. Sa rémunération indiciaire sera au 1er janvier de 2 643 €, donc CTI inclus, parce que j'ai dit CTI est maintenu, contre 2 535 € mensuels bruts actuellement. Bon, il sera classé, il y a pas de sujet, il sera classé à l'échelon 1 du 1er grade. Par contre, une durée d'échelon réduite à 12 mois, comme j'ai dit, parce que les 6 premiers échelons, du 1er grade sont réduits à 12 mois et pour les autres, tous les autres de tous les grades, c'est 18 mois. Et puis, vous voyez, c'est surtout sur la partie indemnitaire où effectivement le gain est conséquent, puisqu'on aura une rémunération indemnitaire. Il aura une rémunération indemnitaire de 2 556 € brut mensuels. Là encore, qui exclut, l'ICL et le CIA, mais qui intègre l'indemnité de direction commune. Alors, par exemple, là, on a pris l'exemple d'un taux plein à 290 € par mois, parce qu'en fait, il est loin de son plafond, d'IFSE, puisqu'il va rentrer, voilà, quel que soit le classement de son emploi d'adjoint, puisqu'on considère qu'il rentre en emploi d'adjoint, quel que soit le classement, il va rentrer sur le montant socle des DH de 1er grade, c'est-à-dire 27 200 €. Donc là, il continuera à toucher il touchera son indemnité de direction commune, il y a pas de sujet. Et donc vous voyez que par rapport au régime actuel, ça lui fera, voilà, un gain de quasiment, 1 200 € brut mensuel par rapport à ce qu'il pouvait toucher dans le régime actuel. Si on prend toujours, pour les sorties d'école, cette fois-ci un EDH qui serait issu du concours interne, donc qui aurait été classé donc serait classé à l'échelon 4, du 1er grade. En comparaison avec un classement à l'ancien 4e échelon de la classe normale, par une affectation sur un poste coté à 2,6, avec une majoration d'exercice multisite de 0,2, donc une PAREF
à 2,8, bon cette fois-ci sans direction commune pour prendre un autre exemple, il bénéficiera d'une rémunération indiciaire de 3 323 €, toujours incluant le CPI, contre 3 075 € dans l'ancien régime. Vous voyez la différence, c'est à peu près 150 € par mois brut au niveau des gains indiciaires. Il sera, là encore, reclassé sur un échelon à la durée réduite à 12 mois, puisque c'est l'échelon 4 du premier grade. Sur sa rémunération indemnitaire, bon celle-ci, vous voyez, là encore, un gain conséquent puisqu'il aura 2 266 €. Donc là, en fait, qui correspondra juste au socle de l'IFSE, puisqu'il n'a pas d'indemnité de direction commune en l'occurrence, contre 1 162 € actuellement. Et puis un point aussi, à souligner, c'est que les fonctionnaires titulaires avant leur entrée à l'EHESP, donc là on parle bien des élèves issus du concours interne, conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination serait inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien corps. Donc ça, c'est aussi un sujet, en tout cas pour les EDH internes, à avoir en tête et à ne pas hésiter à nous solliciter là-dessus, parce que ça peut avoir un impact, notamment en termes de reprise d'ancienneté. Si on prend le cas des troisièmes concours, ça a été évoqué par Lionel, donc je vais pas re je vais essayer d'être assez bref dessus. Et vous voyez, un EDH issu du 3 concours sera classé à l'échelon 7 du nouveau premier grade, conformément à la nouvelle disposition, alors qu'avant, il aurait été classé à l'échelon 5 de la classe normale avec une reprise d'ancienneté de 6 mois. On l'affecte avec une part F à 2,4 sans direction commune. Bah, là encore, vous voyez l'écart indiciaire, alors là, est plus conséquent que ce qu'on a vu, parce que là, c'est vraiment intéressant pour ce 3 concours. C'est un peu plus de 500 € effectivement, d'écart. Et puis, avec le classement donc sur l'échelon 7 du premier grade au lieu de l'échelon 5, de l'actuelle classe normale. Et puis cette durée-là, comme je vous le disais, d'échelon qui est à 18 mois, puisqu'on n'est plus sur les 6 premiers échelons du premier grade. Et puis on a une rémunération indemnitaire, là encore, bah, qui sera plus conséquente, toujours, voilà, qui est hors ICL et CIA, je le répète, vous voyez 2 266 € contre 996 € brut mensuels. Et comme ça a été évoqué par Lionel, eh bien, cette possibilité, de pour les collègues issus du 3 concours nommés à partir de 2021, de pouvoir bénéficier de ces nouvelles conditions de reclassement au 7e échelon du premier grade. Par contre, il faut que ce soit demandé au CNG dans un délai de 3 mois à partir du 1er janvier. Cette fois-ci, si on prend des cas de collègues qui sont en poste, donc par exemple, si on prend un DH adjoint, logé, donc alors quand on dit logé, c'est qu'il bénéficie soit d'un logement de fonction, soit de l'ICL. C'est-à-dire il va avoir son plafond, et son socle d'IFSE abattu de 20. Donc un DH adjoint logé de classe normale échelon 7 qui aurait une part F de 2,6 et une part R de 5,2 pourra prétendre au 1er janvier 2026 à une rémunération indiciaire de 3 913 € contre 3 736 € mensuels bruts actuellement. Il sera classé à l'échelon 7 du premier grade qui dure 18 mois avec une reprise, enfin, avec 3/4 d'ancienneté acquise. Une reprise de son ancienneté acquise à hauteur des 3/4. Et puis sa rémunération indemnitaire correspondra donc, comme j'ai dit, à l'IFSE qui sera donc celle de la PFR acquise au 31/12/2025, puisque là, c'est tout à la fin de la slide. Vous voyez que sa PFR acquise au 31/12/2025 est de 30 212 € et donc elle est supérieure au socle. Donc lui, il ne rentre pas au socle, mais rentre au-dessus du socle, des DH de premier grade logé et donc son IFSE sera mensualisé puisqu'on la divise par 12 et il aurait une IFSE mensuelle de 2 518 € brut. Juste au-dessus, la rémunération indemnitaire, ici, peut inclure, une indemnité de direction commune à taux plein, c'est-à-dire à 290 € par mois, car même si son emploi est classé en groupe 4, son emploi d'adjoint, il n'atteindra pas le plafond avec, le versement de l'indemnité de direction commune, plus son IFSE, il sera en dessous du plafond d'IFSE du groupe 4 pour les DH logés, qui est de 36 320 €. Si on prend cette fois-ci le cas d'un DH adjoint logé hors classe, échelon 6, donc hors échelle A, premier chevron, avec une part F de 2,9 et une part R de 6, donc au 31 décembre 2025, exerçant en direction commune. Vous voyez, la logique sur l'indiciaire est à peu près toujours la même. On est autour des 150 € de gains bruts mensuels, toujours de CTI inclus, bien sûr. Il est reclassé à l'échelon 7 du deuxième grade,
qui dure 18 mois avec attribution d'ancienneté de 6 mois pour le passage à l'échelon suivant. Et on a une rémunération indemnitaire, là encore, qui va correspondre à sa PFR acquise au 31/12/2025, divisé par 12. Donc c'est si on prend l'entièreté de son régime indemnitaire, PFR donc au 31/12/2025, c'est 38 088 €, ce qui représente 3 174 € brut mensuels d'IFSE par mois. Et là, vous voyez, on a pris exprès ce cas parce que dans son cas, selon le classement de son emploi d'adjoint, il va pouvoir voir son indemnité de direction commune réduite. En l'occurrence, comme il a une PFR au 31/12/2025 de 38 088 qui constitue son montant socle d'IFSE, il ne pourra pas toucher plus de 239 € par mois d'indemnité de direction commune, puisque si son emploi d'adjoint est classé en groupe 3, le plafond est à 40 960. Et cette indemnité de direction commune, on l'a dit, on ne peut pas dépasser le plafond de l'IFSE. Et encore pire, si j'ose dire, si son emploi est classé en groupe 4, alors là, il perd carrément son indemnité de direction commune, car vous voyez que le plafond de l'IFSE est à 36 320 pour un DH logé, donc là encore qui touche l'ICL ou qui a un logement pour nécessité de service. Et donc, il perd son indemnité de direction commune selon un classement éventuel de son emploi en groupe 4 et elle est réduite s'il est classé en groupe 3. Si son emploi d'adjoint est classé en groupe 1 et 2, il n'y a pas de sujet, il touche son indemnité de direction commune à taux plein. Si on passe, alors cette fois-ci à un cas, d'un DH sur emploi de chef, donc là, en l'occurrence, non fonctionnel, là encore logé, donc sur le grade son grade d'origine, c'est donc classe exceptionnelle, échelon 3, hors échelle B, 2e chevron, avec une part F de 3 et une part R de 6 au 31 décembre 2025. Cette fois-ci, sans direction commune. Voilà, tout ça pour toujours pour avoir, des exemples un peu différents. Eh bien, vous voyez toujours, la même chose, une rémunération indiciaire, alors qui progresse, donc de 5 sera à 5 361 € brut contre 5 252 € brut. Il sera reclassé à l'échelon 4 du grade transitoire. Ce qu'on l'a dit, le 3e grade ne correspond pas, au grade actuel de la classe exceptionnelle et donc le grade transitoire est justement là pour accueillir en reclassement les collègues de la classe exceptionnelle. Il sera reclassé à l'échelon 4, donc une durée d'échelon de 18 mois, alors avec 3 demi d'ancienneté acquise. C'est-à-dire que là, concrètement, il aura une bonification d'ancienneté par rapport à l'ancienneté qu'il a, dans son échelon actuel de classe exceptionnelle. Et puis sur la rémunération indemnitaire, c'est pour vous donner une idée, mais la logique est toujours la même. Donc là, 3 220 € mensuels bruts qui correspond à l'IFSE mensualisé, parce qu'on divise son montant total de PFR acquise au 31/12/2025, 38 640, on la divise par 12, ce qui donne ce montant. Et à noter, que voilà, les emplois non fonctionnels seront désormais classés dans le dernier groupe des emplois supérieurs, niveau 4. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélérateur de carrière. Néanmoins, le plafond d'IFSE le plafond d'IFSE est plus élevé que pour les emplois d'adjoints, puisqu'il est à 50 400 € et là encore, le plafond du CIA est plus élevé que les emplois d'adjoints, puisqu'on est à 27 000 € pour le plafond du CIA pour un emploi de niveau 4 contre 15 730 pour le groupe 1, c'est-à-dire le niveau d'emploi d'adjoint le plus élevé. Et pour finir, le cas d'un DH, donc sur un emploi de chef fonctionnel de groupe 3, qui serait, là encore logé ou qui bénéficie d'une concession de logement. Son grade, c'est la classe exceptionnelle échelon 5, hors échelle, donc lettre C, 3e chevron avec une part F de 2,8 et une part R de 6 en direction commune et pourra prétendre donc à une rémunération indiciaire de 6 197 €. Là encore, vous retrouvez à peu près le gain de 150 € brut mensuel qu'on évoquait. On a un reclassement à l'échelon 8 du grade transitoire qui dure 18 mois. Il aura une ancienneté attribuée de 6 mois, mais tant qu'il occupera son emploi fonctionnel, la durée des échelons sera réduite. Donc concrètement, comme il occupe un emploi supérieur du 3e niveau, puisqu'on a dit qu'il était groupe 3, eh bien, les échelons seront réduits à 16 mois au lieu de 18 mois. Donc il aura un accélérateur de carrière de 2 mois. Et sur la partie indemnitaire, donc là, c'est un sujet qui reprend aussi, la NBI, c'est-à-dire que ce droit d'option que les emplois fonctionnels pourront avoir, soit d'intégrer leur NBI à leur montant d'IFSE, soit de la conserver en tant que telle et à ce moment, elle sera déduite de l'IFSE et ça lui fera une rémunération, en tout cas indemnitaire de 5 080 € mensuels bruts. Donc là, j'insiste, hein, c'est toujours hors CIL et CIA. Ça, c'est vraiment des montants qui viennent s'ajouter au régime indemnitaire
avec là, pour l'exemple, c'est une NBI de 80 points, une indemnité de direction commune, donc de chef, à 580 € par mois. Et là, il y a pas de sujet parce que vous voyez, le montant d'IFSE, en fait, qu'il aura acquis, à l'entrée dans le régime sur la base de sa PFR au 31/12/2025 est d'un peu plus de 54 000 € et le plafond et c'est vrai que pour les emplois supérieurs, les plafonds d'IFSE sont très élevés, est à 64 400. Donc lui, il y a pas de sujet, il pourra continuer à toucher son indemnité de direction commune sans difficulté et juste pour votre information, c'est un exemple encore, mais vous retrouvez ça encore de manière très détaillée et très précise dans notre guide en ligne sur notre site. Pour les emplois supérieurs du niveau 3, le plafond du CIA est de 33 000 €. Donc vous voyez tout de suite que pour les emplois supérieurs, ça grimpe beaucoup au niveau des plafonds, tant d'IFSE que de CIA. Alors, on arrive à la fin de la présentation que nous avions, prévue, donc ceux qui souhaitent peuvent, flasher le QR code pour, plus de facilité d'accès, mais on trou le guide statutaire se trouve donc facilement en accès libre sur notre site. Donc je vous l'ai dit, cette présentation et pour ceux qui nous ont rejoints peut-être un petit peu plus tard, puisque nous avons eu quand même une participation très importante à ce webinaire et j'en remercie tous les participants. Donc nous la mettrons en ligne à partir de vendredi. Hem, Peut-être, donc on a vu un fil de certaines questions, donc qui sont venues. Alors, je je me permets peut-être, pour commencer, d'en regrouper certaines qui touchent autour, de la classification des groupes et de, à la fois, comment ce processus est-il censé se passer? Alors, peut-être un petit préambule d'emblée, c'est que tout n'est pas calé là-dessus et c'est la raison pour laquelle, dès le 4 décembre, nous avons écrit à la DGOS pour demander une négociation sur les modalités du régime indemnitaire. Il y a des choses sur lesquelles on ne reviendra pas, des choses notamment qu'Isabelle a pu, exposer, sur, la classification, des groupes. Dans les 4 groupes, d'adjoints, on ne va pas revenir dessus. Les classifications grossières, utilisons le mot, qui figurent dans le tableau, qui est sur notre site et qui vous a été présenté dans la présentation en 4 groupes d'emplois d'adjoints, doivent être effectivement déclinés par établissement et nous allons devoir rentrer effectivement dans le détail sur des éléments de cadrage national que les chefs d'établissement, parce que ça va être à leurs mains ensuite que le classement des emplois va revenir. Donc par rapport à la question qui était posée, qui et comment sont décidés le reclassement des différents groupes de collègues adjoints? Ce sont les chefs d'établissement. Alors si on prend un exemple un peu spectaculaire qui concerne quand même 10 des effectifs du corps, qui est l'assistance publique des hôpitaux de Paris, beh, c'est le DG de la PHP qui, va sur, alors bon, il y a un certain nombre d'emplois fonctionnels à la PHP, mais il doit y avoir quand même au bas mot 250 emplois d'adjoints. Il va falloir classer ces 250 emplois d'adjoints dans les 4 catégories. Il y a d'ailleurs des discussions qui sont entamées en interne sur le sujet. Pour autant, nous on appelle à la prudence là-dessus parce que justement le cadrage n'est pas complet et par rapport à des questions que j'ai vues dans le chat, plusieurs directions fonctionnelles, est-ce qu'on est obligatoirement en groupe 1? Est-ce que si on est, directeur fonctionnel dans un, établissement à périmètre budgétaire important, on va être obligatoirement en groupe 2? Toutes ces questions, on va rentrer un petit peu dans le détail, pour, permettre de décliner justement la classification donc des différents emplois, en sachant qu'il y aura bien une décision du chef d'établissement au final qui va fixer les modalités de classement des emplois. Un point très important, c'est qu'en fait, cette décision va avoir de l'importance au moment de la première mutation qui interviendra en 2026, avec les emplois qui auront été publiés, les premiers emplois d'adjoints qui auront été publiés en 2026. Si en tant que chef d'établissement, vous avez l'intention de publier un poste sur la publication prévue en 2026, vous aurez, comme vous aviez auparavant la nécessité de dire c'est un emploi de 4 ou de 6 en classe normale ou de 5 ou de 7 en hors classe, vous aurez la nécessité de dire voilà, je publie un poste de DRH dans mon établissement, je vais dire si c'est groupe 2, groupe 3, dans quel groupe il va ressortir. Vous avez compris qu'il y a un certain nombre de conséquences sur les plafonds et les plafonds applicables et sur le montant possible du complément indemnitaire annuel.
j'en profite Lionel? pour oui, oui, vas-y Isabelle, bien sûr. Non, je veux rebondir sur tes propos lorsqu'on a longuement évoqué effectivement, cette pesée des emplois lors des groupes de travail. Enfin, le fait qu'on soit autant dans le flou, c'est une des raisons pour lesquelles, on a émis un avis défavorable, hein, sur ce décret RIFSEP. Mais, bon, il y a le CNG participait, aussi à ces réunions, à ces groupes de travail et le CNG a clairement dit que au moment de l'entrée dans la réforme, il ne serait pas en capacité de vérifier effectivement la pesée des emplois et la classification des emplois que feraient les chefs d'établissement parce qu'ils n'ont pas le personnel et les moyens suffisants pour aller vérifier chaque, cotation d'emploi d'adjoint. En revanche, ce qu'on leur a demandé et là-dessus ils ont plutôt émis un avis favorable, c'est qu'à chaque publication de poste donc d'adjoint à venir dans le futur, bah, le chef d'établissement devra effectivement, donner, la cotation de l'emploi telle qu'il a définie avec effectivement le périmètre, la fiche de poste, le périmètre et les délégations de signature éventuellement qui permettront effectivement de voir si la cotation correspond bien, heu, à l'emploi occupé. C'est-à-dire on peut pas avoir un groupe 4 pour quelqu'un qui serait directeur fonctionnel d'une direction mutualisée, par exemple. Bon, je prends vraiment les extrêmes, mais ça permettra quand même d'avoir un contrôle et nous, ce qu'on a demandé au CNG, c'est de refuser de publier le poste s'il n'avait pas tous les éléments pour pouvoir assurer ce contrôle et je pense qu'on sera amené à revenir là-dessus pour qu'il y ait effectivement cette sécurité et que surtout qu'il y ait une cohérence de cotation des emplois d'adjoints, sur le territoire, quoi. Parce que aussi c'est ça, quoi, qui importe, au bout. Et donc pour prolonger ce que vient de développer, Isabelle, bien sûr, il vous est possible, sur la base du tableau, que nous avons diffusé, de commencer à vous projeter, mais une nouvelle fois, il demeure, une marge, d'interprétation, et d'incertitude, de cadrage que nous aurons à déployer. Alors, il y a plusieurs questions qui sont venues. Alors, le complément indemnitaire annuel à zéro est-il possible? Alors, le décret, explicitement, mentionne que c'est possible et ça s'inscrit dans la continuité, du régime indemnitaire qui s'est appliqué à l'État. Ça fait typiquement partie des sujets que nous allons mener, en négociation avec la DGOS parce que on va pas revenir là aussi sur l'écriture, mais à notre sens, il est impensable qu'une évaluation «normale» entre guillemets puisse déboucher sur un CIA à zéro. Donc, comme ça existe aujourd'hui, par exemple, avec les décisions qui visent à baisser la part résultat, pour nous, un CIA à zéro, c'est une motivation explicite qui doit être, spécifique et qui doit engager, l'évaluateur, qui doit motiver une décision qui évidemment fait grief. Là, on est sur l'application des principes généraux, de la fonction publique et j'ai envie de dire les principes généraux du droit. Peut-être sur le Oui, reclassement, oui, ça aussi, on a vu sur, le reclassement, donc oui, l'idée, hein, ce sera vérifié justement quand vous aurez votre arrêté de reclassement, c'est que, bah, si vous deviez prendre un échelon au 1er janvier 2026, bah, oui, normalement, vous passez à l'échelon supérieur et puis c'est sur cette base-là qu'on vous reclassement est reclassera effectué. dans le nouveau statut. Effectivement, Autre on étudie votre question, voilà, votre situation au 1er janvier, donc c'est effectivement là-dessus que vous serez reclassé. J'ai noté plusieurs points, rapidement où on peut répondre rapidement. Le +02, lorsqu'on a un exercice multisite, oui, on prend l'intégralité de votre part fonction et de votre part résultat, pour calculer le montant d'entrée dans l'IFSE. Donc ça, c'est bon. Pour la NBI, le droit d'option NBI, beh, pour les chefs d'établissement, il faut prendre contact auprès des ARS s'ils n'ont pas le réflexe pour dire effectivement quel sera votre choix, puisque c'est l'ARS qui vous fera de toute façon votre décision, de régime indemnitaire. L'ICL bien sûr est conservé puisqu'il y avait une question, donc l'ICL est conservé. Une indemnité lorsqu'on est directeur adjoint et qu'on est directeur d'un GCS, non, il y a rien de prévu pour ça, hein. C'est l'IFSE, enfin le RICEP est exclusif de toute autre indemnité en dehors des indemnités de direction commune, et de l'indemnité, d'intérim. Donc ça, voilà et c'était un petit peu ce que j'avais vu, pour traiter rapidement. Je te et laisse la parole Lionel. oui.
Sur la fonction publique de les collègues qui sont détachés dans la fonction publique de l'État. Donc là, c'est le principe, là, on est sur les principes généraux de la double carrière. C'est-à-dire que, un avancement dans votre corps d'origine doit pouvoir se traduire dans votre corps d'accueil. Il y a également un point, alors j'attire l'attention, il y a peut-être des collègues, détachés, dans, des organismes parapublics, donc pas fonctionnaires et qui, vont se trouver impactés par la réforme, mais ils ont aujourd'hui un contrat de travail. Par exemple, les collègues qui sont en CLCC, même les collègues qui sont à la FHF, par exemple. C'est une question qui nous a été posée. Bon, je sais que la FHF est en train de se gratter le crâne pour savoir comment ils vont décliner les choses. C'est clair qu'il n'y a pas d'automaticité dans ce cas des effets de la réforme sur la paye des personnes qui sont détachées, mais bien sûr, dans leur carrière et s'ils reviennent dans le corps, leur avancement de carrière sera effectif. Nous, ce qu'on recommande dans ces cas-là, c'est que c'est évidemment typiquement un événement, cette réforme statutaire, qui emporte, naturellement une renégociation, une rediscussion, du contrat de travail compte tenu, de l'évolution pardon, dans le corps d'accueil et on encourage les collègues effectivement à avoir ce type d'initiative. On est bien sûr à la disposition de ceux d'entre eux qui sont là-dessus. Alors question qui est posée par beaucoup de collègues sur la question de la comparabilité des corps et je vais parler sous contrôle d'Isabelle, puisque c'est un sujet, évidemment qui concerne, les 2 corps dont les relations sont complètement interpénétrées. Vous connaissez nos positions là-dessus, je vais pas je vais pas les refaire, mais on voit bien que justement là, on a un écart et vous l'avez mesuré à travers les exemples individuels de Benjamin. On avait déjà des écarts entre le statut de 2007 des D3S et le statut de 2005 des DH. Ces écarts s'accroissent considérablement, en particulier en début de carrière. Donc pour selon nous, c'est totalement intenable, et c'est dangereux, pour le corps des 3S, pour les établissements pour les établissements des 3S du champ du médico-social. Donc il est urgent de repartir dans une discussion, sur l'évolution statutaire des 3S. Pour autant, la comparabilité et c'est bien l'un des éléments d'ailleurs qui rend critique le dossier, la comparabilité n'est pas remise en cause, malgré l'éloignement des grilles. Les critères de comparabilité ne tiennent pas à la nature des grilles. Pour ne rien cacher des discussions et à l'entrée des discussions, la DGOS avait manifestement des idées derrière la tête sur que, bah, oui, ça allait remettre en cause les points. Ça, c'est quelque chose que nous avons, qui nous avons coupé les pattes, très, très rapidement à l'entrée des discussions en disant ça, c'était que il y a eu 2 points, comme ça sur lesquels on a d'emblée dit qu'il y aurait pas de discussion, sauf à ce que vraiment, il y ait un clash majeur. C'était cette question de comparabilité et la question du CTI. Parce que il faut que vous sachiez quand même que la DGAFP, au départ, la transposition de la réforme, pour elle, elle la voyait avec perte du CTI, hein, pour les directeurs. Donc ça, on a dit aussi que c'était un casus belli, parce que le Ségur, quand même, qui était l'une des dispositions, pour le coup, propres à l'ensemble des agents de la FPH, on ne voyait pas pourquoi cette réforme, ferait que le CTI passerait par profits et pertes. Je peux vous dire que la CFDT a été au premier rang pour défendre ce point. Donc Romain a posé une question là, oui, c'est bien, hein, s'il y a une majoration de la part F, elle est bien prise à 2,8, en tout cas avec la majoration ou 2,7 plus 0,2 ou 2,6 plus 0,2 ou 2,4 plus 0,2. Il y a bien effectivement pour le calcul de l'IFSE de base au 1er janvier 2026, une majoration, qui est prise en compte. Et alors, question également qui vient de tomber dans le chat et qui nous a déjà été posée, que nous avons posée à la DGOS, qui m'a donné une réponse orale, mais on aimerait avoir une réponse écrite, mais justement, on va la porter dans la négociation. C'est effectivement les versements exceptionnels. Donc versements exceptionnels de par résultat pour les collègues qui ne sont pas au plafond, en 2025. Faut-il prendre en compte ce versement exceptionnel dans la base de référence pour calculer l'IFSE 2025? Oralement, la DGOS m'a répondu positivement. On a demandé, une confirmation, par mail il y a quelques jours. Nous attendons la réponse et on va l'apporter bien sûr dans la négociation à venir et avec la première séance du groupe de travail que nous aurons le 16, le 16 décembre. Puisque vous l'avez compris, là on est dans les travaux pratiques de court terme dès la paye de janvier. Heu, autre point qu'on n'a pas abordé, mais qui est venu sur le tapis, ce matin au cours de nos discussions, c'est l'incidence de la maladie sur le régime indemnitaire.
Par exemple, un collègue qui aurait, une diminution de sa part fonction au titre de la maladie parce qu'il y a demi-traitement, l'entrée dans le dispositif, sera quand même sa part fonction à taux plein. Quitte après à ce que l'IFSE soit revu, effectivement, avec l'incidence du demi-traitement. Alors, il y a des micros ouverts dans l'assistance. On vous remercie de les couper. Donc ça puis c'est un sujet de toute façon, l'incidence de la maladie sur le régime indemnitaire, c'est quand même, un point qu'on doit avoir, avec la DGOS et le CNG parce qu'on a voilà, autant on fait toujours référence au texte, de la fonction publique État, mais la fonction publique hospitalière n'a pas de vrai de texte qui précise effectivement l'évolution du régime indemnitaire, en fonction justement, de la maladie notamment. Donc ça, c'est un point. J'ai vu, oui, une demande du journal des négociations, oui, en fonction de effectivement de l'évolution des discussions et des points que l'on aura, des précisions que l'on aura sur le régime indemnitaire, sur l'évolution du régime in oui, on fera effectivement, on fera des points réguliers, on vous fera des points réguliers, vous savez qu'on adore écrire de toute façon, donc on écrira bien sûr. On fera un suivi effectivement comme on avait pu le faire sur le précédent dossier, statutaire. Et pour répondre à l'incidence fiscale, oui, pour ceux qui percevaient effectivement la part résultat, en janvier, ben, enfin, il va y avoir un petit surcoût puisqu'elle va elle va être comptée 2 fois Ce sur que sur l'année 2026. dans ces cas-là, vous êtes dans une, discussion individuelle avec les impôts, parce que vous pouvez prouver qu'effectivement votre part résultat 2025, qui a été touchée effectivement en 2026, vous pouvez la rattacher aux revenus imposables 2025. Si vous passez une tranche notamment, ça peut être effectivement intéressant, de la rattacher plutôt à l'exercice 2025. Normalement, l'administration fiscale est assez ouverte à ce genre de discussion, mais là, ça demande une action effectivement, individuelle de votre part. Un point peut-être aussi, je vois sur une question, comment calculer l'IFSE au 1er janvier si le classement des adjoints en cas de groupe n'est pas réalisé? Bah, justement, ça pose aucun souci puisqu'en fait et ça, c'est important de le rappeler, le classement, des emplois d'adjoints ne joue que pour le plafond de l'IFSE et le plafond du CIA et c'est ça la particularité par rapport aux emplois supérieurs, c'est que l'IFSE est soclé par grade, donc 1er grade, 2e grade ou 3e grade ou grade transitoire le cas échéant. Mais voilà, il n'y a pas en tout cas de socle qui défend du classement des emplois d'adjoints contrairement aux emplois supérieurs. Donc, voilà, il y a aucun souci, qui ça vous permettra ce que je veux dire, c'est que voilà, si votre emploi d'adjoint n'est pas classé au 1er janvier, vous pourrez quand même bénéficier de votre IFSE. Et c'est important pour les chefs d'établissement de ne pas se mettre plus de pression qu'ils ne l'ont déjà, puisque finalement, c'est au moment où vous aurez à appliquer le complément indemnitaire annuel, que là, il aura fallu effectivement que vraiment ce classement soit effectif, pour que vous sachiez sur quel plafond, et dans quel intervalle vous vous situez pour fixer le CIA. Bon, on se permet à ce stade, peut-être de faire un bref commentaire. Il est quand même clair à travers le classement des emplois et c'est ce que nous avons écrit dans notre déclaration liminaire de la CAPNDH d'hier. Le classement des emplois et le CIA met à la main des évaluateurs un rôle plus important dans l'évolution des revenus de leurs adjoints. On est dans un mécanisme, d'individualisation des rémunérations qui est assumé par la réforme. Au sein CDT, on ne dit pas que c'est le diable, hein, l'individualisation des rémunérations, mais ça demande à être entouré d'un certain nombre de garanties, de garde-fous, parce que notre expérience quotidienne, et l'accompagnement des collègues montrent que les processus d'évaluation ne sont pas fluides partout et qu'il est nécessaire, de rappeler à un certain nombre d'évaluateurs leurs obligations. Il y en a qui sont en retard, il y en a qui sont pas objectifs, il y en a qui, ne réalisent pas les entretiens dans les bonnes conditions. On a déjà eu l'occasion d'insister là-dessus et on voit que là, il y a un impact plus significatif sur la rémunération de chacun, donc c'est quand même important à prendre en compte. Et alors, un point de vigilance également que nous aurons dans la négociation qui s'ouvre, elle concerne cette fois les chefs. Les chefs, ils sont relativement protégés sur l'IFSE. En revanche, aujourd'hui, les chefs d'établissement, leur part résultat, il y avait aucun enjeu. Ils étaient tous au plafond, et il y avait aucun enjeu sur la part résultat, sauf situation extrêmement particulière dont à vrai dire, depuis que j'ai rejoint l'équipe, je ne me souviens pas qu'il ait été porté à notre, pardon.
à notre attention un cas de figure de cette nature. En Pour revanche, répondre, ouais, pour oui, répondre je termine très vite, Isabelle. En revanche, quand on voit, l'importance, de l'amplitude des plafonds, il en est de même d'ailleurs pour les adjoints fonctionnels qui vont être évalués par les chefs. Là, il y a une amplitude importante. Par exemple, un adjoint fonctionnel à 33 000 €, bah, oui, le CIA, il est censé évoluer entre 0 et 33 000. Ça fait quand même beaucoup par rapport au système ancien de la part résultat, où on avait beaucoup de collègues qui étaient au plafond et où, l'enjeu était pour, seulement les débuts de carrière, la progression jusqu'à la au plafond de 6. Isabelle, je te laisse prendre la suite. oui, non, rapidement, hein, c'est pour répondre, essayer de répondre au maximum de questions. Donc, beh, si la part fonction a évolué de 2,8 à 3, ben, c'est la part fonction à 3 qui va compter, pour, l'entrée dans le dispositif, IFSE, hein, ça, il y a pas de souci. Non, il y a pas de compensation, sur la perte engendrée par une indemnité de direction commune qui passe de 580 à 390, sauf que lorsqu'on a vu quand même paraître l'arrêté, on a aussitôt alerté la DGOS, sur le fait que effectivement on ne Ouais. comprenait pas, cette nouvelle rédaction qui avait été absolument pas discutée avec les OS. Si, on en avait discuté, mais on leur avait dit: «Attention, là, ce que vous dites, vous mélangez déjà les emplois de DH et les emplois de D3S». Je pense qu'ils ont voulu simplifier la rédaction et en simplifiant la rédaction, bah, ils l'ont rendue moins avantageuse qu'elle ne l'était auparavant. On les a alertés, bah, on espère qu'il y aura moyen, de revoir ça et de corriger cette erreur. Mais sinon, il y a pas de compensation, enfin, à ce jour, et on attend toujours d'ailleurs la réponse de la DGOS sur notre alerte. Donc, là-dessus, bon. Bah, quid du classement des postes de directeur délégué au sein d'un GHT? Beh, pour l'instant, ils vont du groupe 1 au groupe 3, donc Ça va il faut dépendre. qu'on ait un petit peu plus de précision, pour, voir, effectivement ces fonctions effectivement des délégations, du chef d'établissement, mais ça voilà, l'écart peut être, assez vaste. Enfin, ça peut pas être en groupe 4 déjà, mais bah, entre le groupe 2 et le groupe 3 quand même, les plafonds ne sont pas les mêmes, donc et le montant de les plafonds de CIA non plus, donc c'est pas voilà, c'est pas neutre quand même comme classement, et il y a encore beaucoup de travail, quoi, pour essayer de borner au maximum, d'avoir des choses quand même, qui soient compréhensibles et par tous, et applicables, quand même de façon assez homogène, sur l'ensemble du territoire. Même si effectivement il faut laisser des marges de manœuvre au chef d'établissement. Il y a encore quelques Sur questions auxquelles on ouais, n'a pas ouais, répondu. sur le doublement de la part fonction des conjoints, donc quelqu'un qui demeure dans cette, situation, il va bien sûr embarquer dans sa PFR, le montant de sa part fonction, doublé. Alors j'en profite d'ailleurs pour, on a on a vent de situations individuelles où, des établissements, n'appliquent pas ce doublement pour des collègues non logés et non des moindres, hein. Ça fait partie des sujets un peu difficiles, individuels que nous avons accompagnés parce que, bah, les établissements sont dans l'illégalité et là, on voit que les conséquences sont à longue portée puisqu'elles vont s'appliquer elles vont s'appliquer dans le nouveau système. Mais oui, il y a intégration donc, de ce «doublement» entre guillemets, et le fait et les collègues, adjoints, auront dans cette situation, auront ensuite des perspectives d'évolution de leur IFSE avec un plafond différent, de, celui des agents logés, plafond qui est donc plus élevé. C'est bien la logique, qui a été appliquée avec, alors ça c'est une discussion, qui a été particulièrement âpre avec la DGOS, hein, sur la prise en compte effectivement de ce que la DGOS a appelé improprement, l'avantage logement. Donc on a rappelé que c'était une suggestion, le logement, et pas, qu'elle répondait plutôt le logement répondait à une suggestion et que c'était pas un avantage. Et donc on a fini par arriver à un compromis qui nous est apparu au sein KCLT comme correct, en tout cas, qui est, plus avantageux, c'est ce que nous avons écrit dans le guide, que, la diminution par 2 en fait de la part fonction auquel nous assistions, dans le régime précédent. Et alors j'en profite notamment pour les chefs d'établissement pour le dire, c'est typiquement un sujet dont la transposition est envisageable pour les directeurs des soins et les D3S des équipes, et sur lesquels on va essayer d'œuvrer, dans l'année 2026 pour arriver à une transposition la plus rapide possible. Parce que là encore, on va avoir des distorsions qui vont être difficiles à vivre dans les équipes.
Alors oui, sur une question qui était en début de chat sur alors APL. sur les oui, sur le tour extérieur et sur les collègues qui viennent du corps de directeur des soins. Alors, le corps directeur des soins n'est pas un corps comparable, donc il ne bénéficie pas effectivement des mêmes dispositions, de prise en compte des durées, effectuées sur le corps initial, parce que je crois que c'était ça la question, hein, c'était sur la prise en compte des durées de fonction effectuées dans un corps comparable. C'est pas le cas pour les directeurs des soins. En revanche, heu, il y a une disposition qui, pour les directeurs des soins, comme pour les attachés, comme pour les cadres de santé, est favorable. C'est le fait que pour la prise en compte de la mobilité pour accéder au second grade, il est désormais pris en compte les fonctions effectuées dans les corps de catégorie A, dans les critères de mobilité. En clair, ça veut dire concrètement que les personnes, quand elles intègrent le corps de directeur d'hôpital, elles n'ont pas à faire une mobilité pour remplir la condition statutaire d'accès au second grade. Et je compléterais aussi que pour les personnes, justement les collègues issus du Torex, il y a pour les 6 ans de service effectif, une ancienneté acquise de 2 ans qui est prévue. Voilà. Donc c'est-à-dire que sur les 6 ans, ils auront déjà acquis 2 ans parce qu'ils viennent du Torex Talent. Bon, Pascal nous donne les mots de la conclusion. Merci pour tes mots, Pascal. Il y a bon, on a été, ça va, on commence à voir que les troupes s'amenuisent quelque peu, mais on a réussi à tenir en haleine encore 65 personnes, donc sur les plus de 100 qui s'étaient connectés au moment le plus élevé. Donc, merci à tous. On vous répète que nous sommes à disposition, vraiment de tous les collègues. Faites-le savoir autour de vous. Notre parti pris, c'est adressez-vous soit à l'adresse contact du syndicat, soit aux adresses individuelles des membres de l'équipe que vous connaissez ou que vous trouvez facilement sur notre site internet. On répond individuellement, à tous. Alors parfois avec un petit peu de délai, puis il y a des situations qui sont parfois un petit peu plus complexes, mais on est vraiment au service de chacun parce que, ben, voilà, on veut que cette réforme, réussisse. On voit qu'il y a quand même des acquis, des acquis importants. Elle arrive tard, incontestablement, par rapport à ce qu'on aurait pu souhaiter au regard des autres, pans de la fonction publique, mais elle constitue incontestablement, une avancée et vous l'aurez compris, on ne crache pas dans la soupe, et on veut faire en sorte que justement cette soupe soit, au bon goût, pour chacun, et qu'on soit à l'appui de tous. Donc merci, merci à tous et donc faites savoir qu'on a un bis. Alors on va pas vous demander de vous reconnecter forcément, mais enfin, on vous refusera pas, hein, demain à 18 h, mais faites savoir autour de vous qu'on a effectivement, un second, heu, un second webinaire, demain, à 18 h. Merci à tous. Merci, bon après-midi. Bon appétit Merci. à tous. Au revoir. Au revoir.